Quelles évolutions pour un modèle économique allemand autant envié que critiqué après la victoire impressionnante et pourtant sans majorité absolue d'Angela Merkel? Pour en parler, j'ai choisi d'inviter cette semaine Joachim Bitterlich, ancien conseiller d'Helmut Kohl, notamment pour les questions européennes, et très bon connaisseur des priorités de la première puissance de la zone euro. Il connaît bien également le couple franco-allemand et la vie des affaires outre-Rhin. Il a été pendant près de 10 ans vice-président exécutif de Veolia Environnement pour les affaires internationales. Bonjour Joachim Bitterlich. Bonjour Monsieur Fleury. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors, que faut-il penser de cette victoire donc, de Mme Merkel et surtout de ses répercussions sur le plan économique? Faut-il s'attendre à un infléchissement ou la poursuite de ce modèle jugé hégémonique, sûr de son bon droit, au motif qu'il marche? Bien, je pense que les Européens doivent s'attendre tout d'abord à la continuité allemande. Il y aura évidemment, suite à des négociations de coalition qui ne seront pas simples du tout, de différents côtés, il y aura quelques nuances, oui, certes, mais en gros, ce sera la continuité allemande. Il y aura vis-à-vis de l'Europe la continuité du modèle de la solidarité conditionnelle, mais vous verrez certaines ouvertures à cet égard aussi quant à l'idée d'un programme conjoncturel. Les Allemands doivent renégocier un chapitre extrêmement important pour l'économie allemande, c'est la politique énergétique, qui pourrait peut-être servir de base comme pour un programme conjoncturel européen. Oui. On verra. Même franco-allemand, il y a eu quelques amorces, quelques projets à cet égard, déjà préparés. Il y aura des nuances même dans la fiscalité, ou bien dans le droit du travail. Oui, on va y revenir, bien sûr. Mais grosso modo, le signal vis-à-vis des partenaires, c'est la continuité avec les Allemands. Et je pense qu'il y a à cet égard un accord même avec les socialistes ou même avec les écologistes. Alors, ça veut dire, Joachim Bitterlich, qu'on va rester sur ce fameux modèle allemand, exportateur, tourné autour des performances du Mittelstand, et qui n'est pas forcément fait pour la consommation intérieure. Attention, et je pense que les Français sous-estiment l'aspect consommation à l'intérieur. Oui, qui marche pas mal d'ailleurs ces derniers mois. Qui marche pas mal, pas seulement ces derniers mois, mais lorsqu'on regarde de près, cette consommation existe, mais évidemment dans d'autres domaines que les Français les voient. Oui, c'est-à-dire par exemple, l'Allemand est un grand voyageur. Il adore passer ses vacances à l'étranger, ce qui rapporte de l'argent à d'autres nations européennes, par exemple aux Espagnols, aux Turcs ou encore aux Italiens. Et la saison estivale était très très bonne en Grèce notamment. Et les Allemands aiment bien aujourd'hui ne plus partir pour 3 semaines, donc 2 fois 8 jours ou 3 fois 8 jours. Vous avez une autre consommation, par exemple, ce qui est investissement dans les instruments classiques des Allemands. Les Allemands sont très conservateurs à cet égard. Donc ça veut dire finalement un certain hédonisme allemand, malgré tout, qu'on a du mal à imaginer donc, en France. Alors, je reviens quand même à ma question, Joachim Bitterlich, sur ce modèle tourné vers l'export. Vous pensez que c'est possible de rester sur un tel modèle sur le long terme? Évidemment, pour les Allemands savent très bien que les clés à long terme, c'est la compétitivité. Ça veut dire, je pose la question de manière différente. Que devons-nous faire pour que notre modèle d'économie sociale de marché puisse survivre à long terme dans un monde qui a profondément changé, qui vit dans l'ère de la globalisation? Or, pour les Allemands, il y a 2 aspects. Il y a d'une part l'Europe, qui fait, disons, grosso modo, qui fait la moitié, et l'autre moitié, c'est l'exportation dans le monde entier. Et notamment les pays émergents, oui. Évidemment, on regarde à première vue les pays émergents, mais ne regardez surtout pas seulement la Chine. Regardez par exemple le Mexique, regardez le Brésil, mais regardez aussi un autre petit pays qu'on perd de vue de temps en temps, ce sont les États-Unis. Oui. Mais vous ne pensez pas tout de même que, encore une fois, je vous repose la question, qu'on arrive au bout d'une logique et que l'Allemagne ne pourra pas éternellement vendre des machines-outils à une Chine
qui va en être saturé, ou à des pays émergents qui en sont de plus en plus saturés. Comment faire en sorte qu'il y ait quand même un balancier, c'est ce que souhaitent les Européens, un balancier vers la consommation interne. Vous sous-estimez, je pense, la force du Mittelstand allemand dans l'innovation. Et ses performances. Un des grands principes, ou l'épine dorsale, si vous voulez, du Mittelstand allemand, est l'innovation permanente. Moi, je travaille aujourd'hui avec des Américains, et je suis très étonné de voir, d'examiner des entreprises, je dirais des PME, des grosses PME allemandes, qui ont une capacité énorme d'innovation et de recherche appliquée. Là, il y aurait des choses à faire en France. Alors, sur le sujet social, sur le chapitre social, peut-on s'attendre à un nouveau dialogue social qui serait relancé ou à la poursuite, c'est ce qu'on voit depuis la France, c'est souvent interprété ainsi, d'un modèle qui s'est dégradé avec l'émergence de 8 millions de travailleurs précaires qui sont en quelque sorte en dehors de cette fameuse économie sociale de marché. Quelle est votre analyse? Je pense que les Allemands savent eux-mêmes que ce modèle n'est pas parfait. C'est un modèle qui a été inventé, et ça il ne faut pas le négliger quand même, par les socialistes. Ça a été inventé par un des grands DRH de l'industrie allemande, qui a transposé, M. Hartz, le modèle de Volkswagen à l'échelle nationale. Les Allemands savent qu'il faut, je dirais, adapter d'une certaine mesure ce modèle, mais vous savez, peaufiner ce modèle ne sera pas simple du tout. Et là, je ne parle pas d'un clivage entre chrétiens-démocrates et socialistes du tout. Par exemple, il y a depuis un certain temps un débat à quel niveau faut-il poser, si vous voulez, un SMIC généralisé à l'allemande. Nous avons ce SMIC différencié dans 7 branches, dont dernièrement dans une branche importante qui est le travail intérimaire. Et certains disent, attention, si vous posez ce SMIC trop haut, là vous aurez un problème que vous allez accélérer la performance de petits jobs. Oui, mais... Et là, ils sont en train de réfléchir ensemble, je pense, des deux côtés, et avec un débat qui vient de l'industrie, où faut-il placer le curseur? Mais que veut Merkel, pensez-vous? Que veut Merkel, pensez-vous, intérieurement? Est-ce qu'elle a conscience de cette bombe à retardement que pourraient constituer ces fameux 8 millions d'emplois précaires? Alain Juppé disait que si ça existait en France, ce serait la révolution. Je pense Alain Juppé ferait du bien de regarder de près la situation réelle de la France. Mais ça, je mets de côté. Lorsqu'on se trouve dans une maison en verre, il ne faut pas jeter avec des pierres. Oui. Surtout pas. Chacun doit développer son modèle à lui, qui est le mieux adapté pour lui. Je pense, Mme Merkel et les socialistes arriveront à un accord sur cette question. Mettons bien le curseur. Il y aura un débat évident dans cette commission qui va traiter ce problème. Est-ce qu'il faut différencier entre différentes branches, d'une certaine mesure? Par exemple, dans la chimie, on peut mettre le curseur plus haut, et dans d'autres branches, il faut le mettre plus bas. Mais on sait que le problème, c'est dans les services, où aujourd'hui les salaires sont nettement plus bas qu'en France. Par exemple, certains protagonistes disent le plus difficile problème de ce débat sera qui fera partie de la commission qui va fixer le SMIC dans les différentes branches. Est-ce qu'on peut revoir quand même ce fameux modèle social ou ce modèle rhénan? Les Français ont presque appris avec stupéfaction qu'existaient aujourd'hui ces travailleurs pauvres en Allemagne, qu'on pouvait être femme de ménage à 2 € de l'heure. Alors, vous allez dire que c'est du dodge bashing peut-être. Attention, les statistiques ne vous reflètent pas la réalité finale. Parce que ceux qui ont des salaires extrêmement bas peuvent toucher des subsides de la main publique. C'est-à-dire du côté social. Et ça, on l'oublie donc. Et ça, on oublie, et ce sont les statistiques qui ne reflètent pas du tout. Et la précarité, telle qu'on la présente souvent en France, ne correspond pas à la réalité allemande finale. Là, il y a un petit problème, ce que j'appelle des perceptions, ou bien, parfois, je pense aussi des désinformations voulues. Oui, c'est intéressant parce que je parlais de dodge bashing, et c'est vrai que c'est un peu l'impression qu'on a eue à travers ces élections, du moins dans le traitement en France. Ça me fait penser au titre de Challenge qui titrait sur l'impossible modèle allemand, ou la presse française qui titrait beaucoup sur les côtés pas très glorieux en quelque sorte du modèle allemand, plus que de parler sur la réussite. Vous n'êtes sans doute pas du tout étonné lorsque je vous dis j'ai trouvé dans la presse française des derniers 15 jours un seul article qui expliquait, je dirais de manière assez objective, la réalité allemande.
Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de points noirs, de la démographie, à la qualité des infrastructures aujourd'hui en Allemagne. Attention, démographie, certes, il y avait un problème. Je le vois de manière beaucoup moins accentuée parce que les Allemands sont en train de réaliser, je dirais comme seule nation européenne, l'immigration ciblée. Attention. D'Europe du Sud et d'Europe de l'Est. Pas seulement de là, mais c'est vraiment international. Allez à Berlin, où vous trouvez 2500 startups, et vous voyez une cliente, des jeunes entre 30 et 35 ans, du monde entier. Enfin, Berlin n'est pas l'Allemagne, et puis ça, c'est effectivement ce côté hédoniste, encore une fois, qui change beaucoup de l'Allemagne. Mais il y a un vrai problème démographique aujourd'hui de la société allemande. 1,3 enfants par femme. Il y a un problème réel. Et là, la société allemande a une autre forme que la société française, surtout le travail de la femme. Mais c'est aussi un modèle qui est en train de s'adapter. Attention, ne sous-estimez pas, je dirais, la volonté des Allemands d'apprendre aussi à cet égard. Et avec notamment le fameux congé parental qui a été donc mis en place et qui pourrait, si je comprends bien, et là, il y aura, pour moi, un accord à cet égard entre les deux parties. Ouais. Alors, sur la transition énergétique, très critiquée là aussi, pas seulement en France, mais en Allemagne, notamment par le patronat allemand, comment voyez-vous les choses? Est-ce que Mme Merkel va mettre la pédale douce ou est-ce qu'on est toujours sur cette logique d'arriver à 80% d'électricité qui soit de l'ENR, de l'énergie renouvelable, d'ici 2040, ce qui paraît très ambitieux? J'ai entendu avec surprise que certains Français pensent toujours que les Allemands puissent faire marche arrière sur le nucléaire. C'est pas le style. Français oubliés. Pour moi, le plus important, c'est que les Allemands, je dirais, acceptent que le voisin utilise une autre forme d'énergie qu'eux-mêmes. Ouais. 2, les Allemands ont compris, je dirais, avec un certain retard, pour le dire poliment, qu'ils ont ouvert une guerre interne de subventions et qu'il faut arrêter cela. Je pense qu'il y a différents modèles qui seront discutés, mais en tout cas avec un objectif, mettre une limite aux subventions et essayer de trouver une voie, je dirais, de transition harmonieuse jusqu'autour de 2025. Et avec un consensus, de manière pragmatique et de manière échelonnée, etc. Donc réparer quand même, ce qui a été pour le coup, chez Mme Merkel, un peu une impulsion qui a été faite un peu en dehors de son programme d'ailleurs, après le drame japonais. Exactement, mais elle était avec la grande majorité des Allemands qui ont reçu leur premier choc, contrairement aux Français, lors des événements de Tchernobyl. Alors, est-ce que, si je vous dis que l'Allemagne, pour conclure, que l'Allemagne tire profit de la crise, que la crise est bonne pour le modèle allemand, qui se finance pour pas cher, et comme c'est une économie pour beaucoup qui est devenue une économie de rentier, avec une forte présence de personnes qui vieillissent, qui a donc intérêt à avoir pas d'inflation, et un euro cher. Bref, de garder le statu quo actuel en Europe autour de l'austérité à l'allemande. Qu'est-ce que vous me répondez? Je pense, même les Allemands sont conscients du fait qu'il faudrait une certaine hausse des taux d'intérêt. Oui. Une certaine, du moins. Et donc un peu d'inflation? Inflation, on peut toujours la contrôler. La BCE a bien souligné cet objectif. Je pense qu'elle est en mesure. Mais je pense que les Allemands accepteraient, une fois la crise financière terminée, il y en a encore un chapitre dur à régler, l'union bancaire, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un travail beaucoup plus dur parce qu'on vient de rien à une régulation bancaire qu'on a oubliée pendant 15 ans. Surtout que les Allemands renaclent. Et les Allemands n'aiment pas de trop. D'ailleurs, si vous questionnez vraiment les Français, vous aurez à peu près le même résultat. Ouais. Attention. Mais je pense que les Allemands, sur l'inflation, ils ont leur traumatisme et qu'ils n'arriveront jamais à mettre de côté. C'est important pour eux. Mais de l'autre côté, les Allemands savent, une fois la crise financière réglée, qu'on pourra vivre, et peut-être mieux même vivre, avec des taux d'intérêt un peu plus élevés. Mais ce qui serait néfaste pour d'autres économies en Europe. Oui. C'est pour ça que les Allemands se retiennent beaucoup. Les Allemands se retiennent. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'ils pourraient, pour conclure, là, se lâcher un peu quand même sur la question européenne, plus de mutualisation, avoir des euro-dettes par exemple, des euro-obligations? Est-ce que Merkel là aussi pourrait un peu virer sa cutie? Non, je pense que non.
Et ni Merkel, ni les sociodémocrates allemands. Là, il y a un peu trop en France. Il y a un consensus à cet égard entre Allemands, où les Allemands vont s'ouvrir davantage. Pour moi, ce sera un certain programme conjoncturel européen. Et par exemple, il y a un programme idéal, ce que j'ai mentionné, sur l'énergie, et de faire quelque chose de plus, par exemple sur la recherche appliquée, sur l'innovation, sur l'utilisation de fonds publics et privés d'ensemble. Il y a des réflexions en cours à cet égard, et je pense que ça viendra plus vite que l'on pense. Ouais. Et si l'on devait retenir quelque chose, c'est que finalement, les Allemands sont dans leur ligne droite de sortie de la crise, et ils pensent avoir la bonne recette. Je pense que Merkel soit amadouée ou pas, quoi. Mais ils ne veulent pas imposer leur modèle à d'autres, du tout. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne piste, ils sont disposés, ils comprennent leurs responsabilités pour l'Europe et pour les voisins. Ils vont s'adapter d'une certaine mesure sans trahir, je dirais, la ligne générale de leur politique. Bon, eh bien, rendez-vous donc dans quelques mois pour la sortie de la crise, espérons-le. Peut-être que Mme Merkel aura dételé, puisqu'elle avait dit qu'elle voulait quitter le pouvoir dès 60 ans pour voyager et suivre des festivals de musique classique. Nous verrons bien. Je pense que Mme Merkel fera sa 3e législature complète. Et ensuite, bien, on verra qui prendra la succession. Merci Joachim Mechterlich d'avoir été avec nous pour décrypter, essayer de se projeter un peu sur ce que pourrait être ce futur modèle allemand dans les mois à venir, après donc la victoire éclatante de Mme Merkel. Merci Joachim Mechterlich. Merci.